Coup de canon, le podcast 100% Gunners proposé par Arsenal French Club. Arsenal is back. Mesdames et messieurs, bien le bonjour. Arsenal est de retour. Alors non pas de retour en tête de la Première Ligue, puisque c'est une place que nous n'avons pas quittée, mais retour dans nos cœurs, cet Arsenal que l'on attendait tant, que l'on regrettait souvent de ne pas voir, cet Arsenal qui en deuxième période a terrassé Aston Villa comme une façon de remettre l'église au milieu du village. Pour m'accompagner et débriefer de cette rencontre ô combien importante et cette rencontre au sommet, j'ai le plaisir d'accueillir Louis et Barthélémy. Messieurs, bonjour. Hello. Salut Raoul. Alors, on va commencer déjà par Happy Birthday Louis, un petit peu de retard, mais joyeux anniversaire. Louis qui vient Bon d'avoir anniversaire, Louis. 15 ans. Merci, merci. Un peu plus que 15 ans malheureusement, presque le double, hein. C'est vrai que c'est presque le double, ça me fait bizarre ça. De dire que j'ai presque le 29, double hein? de 15 ans. 29 Oui, ans, c'est ça? Ah. ma fin de carrière approche, du coup j'ai signé plus que des contrats de 2 ans, je pense malheureusement, Ah ouais, comme tous les c'est joueurs trentenaires. Arsène, c'est voilà, c'est un an au bout de la trentaine. Bon, allez, traître de plaisanterie. Alors, en introduction, je le disais, Arsenal recevait Aston Villa. Il y avait une sorte de revanche à prendre sur le match aller. Alors, revanche, oui et non, parce que la victoire d'Aston Villa était pour moi méritée. On l'avait dit pendant le débrief. Mais surtout une revanche presque avec nous-mêmes, tant on n'avait pas été super bon et pas en capacité de proposer plus que le match aller. Et déjà, il y avait ça. Et puis, à moi, à titre personnel, vous savez, mon animosité envers Emiliano Martinez, il fallait à un moment donné qu'il ferme sa gueule, en fait. Voilà, je vais dire ça comme ça. Excusez-moi, il y aura peut-être quelques gros mots qui vont passer par-ci, par-là. Mais il fallait qu'il redescende de son piédestal et puis sa première période où il jouait avec le chrono, où en fait, t'as l'impression qu'il est plus tu le hais, plus et meilleur il est. Eh ben non, parce qu'on l'a vraiment haï aujourd'hui. Et finalement, le premier but viendra quand même d'une petite erreur de sa part. Mesdames et messieurs, vous êtes bien évidemment dans Coup de canon, le podcast proposé par Arsenal French Club. Et c'est avec un grand plaisir qu'on va débriefer de la rencontre du jour. On commence avec la compo, messieurs. Si on tient compte des blessures qui étaient Calafiori et Rice, c'était la mauvaise surprise un petit peu du jour. Nous avions dans les buts David Raya, Timber à droite, Saliba, Gabriel qui signait son grand retour en tant que titulaire et Hincapié côté gauche, Zubimendi, Eudegaard et Merino en milieu de terrain et Bukayo Saka. Ouah, purée, pardon. Bukayo Saka, pardon, à droite. Leandro Trossard à gauche et Victor Gyökeres dans l'axe à la pointe de l'attaque. Pas des surprises, mais peut-être deux focus sur une Capier préférée à Lewis Kelly qui remplaçait Calafiori blessé et Merino qui remplaçait poste pour poste Rice euh, mal remis d'un coup pris face à Brighton. D'ailleurs, apparemment, ce coup, il l'a pris dans le genou en début de rencontre. Et, personne l'a vu qu'il avait mal. Voilà, man of the match et puis visiblement pas assez rétabli pour jouer cette rencontre. Euh, des surprises, messieurs, à part le fait d'être très content de retrouver Gabriel dans l'axe de la défense, ou est-ce que pour vous c'était vraiment celle que vous attendiez, pardon? Bah moi perso avec la blessure de Rice, comme tu viens de le dire Raoul, c'est vrai qu'on s'attendait du coup à voir effectivement Merino intégrer ce milieu de terrain, puisque c'est dans la rotation, c'est on va dire le candidat le plus naturel à prendre sa place. Et après pour le rôle d'Incapié aussi, pas forcément surpris puisque c'est un rôle qu'il a occupé à Leverkusen aussi dans ce couloir gauche. On l'a aussi vu quelques fois avec nous aussi occuper ce rôle d'arrière gauche. Donc dans tous les cas, c'est pas très surprenant et en plus de ça, Lewis Kelly n'est pas très en confiance, on va dire ces temps-ci. Donc on va dire que sur le 11 de départ, je pense personnellement qu'Arteta a peut-être aligné le meilleur 11 possible qu'il avait à sa disposition. Ouais, Barthélémy? je te rejoins, Louis, là-dessus. C'est vrai que, en mon sens, Merino, c'était la meilleure option comparé à un Eze.
Parce qu'il fallait justement apporter du poids au milieu de terrain. Enfin, c'est ce qu'on espérait, mais bon, Merino ne l'a pas fait durant le match. Je pense aussi que en tant que latéral gauche, Hincapié est largement meilleur que Louis Kelly par déjà son apport défensif qui est à des années-lumière de Louis Kelly. Après, je ça ne m'aurait pas étonné de voir un Gabriel Jesus à la place de Gyökeres. Je pense que honnêtement, selon moi, c'était 50-50. Les deux se valent. Après, il a préféré de mettre Gyökeres, qui a quand même fait un match correct. Mais l'entrée de Gabriel Jesus, je pense que prochain match, il y a de grandes chances que Jesus soit titulaire à la place de Gyökeres. Ouais, les deux se valent, oui et non. Après, je pense que très honnêtement, la titularisation de Gyökeres, pour moi, elle était normale dans cette rencontre-là, de par l'impact physique qu'il peut avoir et de la façon dont il pèse sur la défense, indépendamment du côté des qualités intrinsèques, d'un point de vue technique ou puissance ou finition. Mais je pense vraiment qu'un petit peu comme à l'époque, Havertz évoluer face au gros. Je pense que Gyökeres a été privilégié pour ça. Après, bien évidemment, que Gabriel Jesus aura fait part de tout son talent en à peu près deux touches de balle en deuxième période. Moi, j'ai une petite théorie, alors je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi ou pas, sur la titularisation d'Incapié en lieu et place de Lewis Kelly avec la blessure de Calafiori. En fait, j'avais l'impression que en titularisant Trossard, qui pour moi est tellement, bah, sa titularisation est logique par rapport aux prestations du moment. En fait, j'imagine pas. En fait, j'imaginais un binôme. C'était soit pour moi Hincapié Trossard, soit c'était MLS Martinelli. Parce que Martinelli est plus défensif que Trossard. Lewis Kelly est plus offensif, en théorie en tout cas, parce que je pense qu'on va y revenir, Louis, parce que tu m'as écrit un truc dans le Discord qui m'a paru un petit peu bizarre. Mais j'avais l'impression que finalement, Hincapié était le choix logique en association avec Trossard, indépendamment du choix du latéral gauche. Vous êtes, est-ce que vous me rejoignez ou est-ce que pour vous, de façon intrinsèque, Hincapié est devant Lewis Kelly et ça s'arrête à ça? Non, pour moi, tu as raison. En fait, c'est une question de profil, puisqu'effectivement, comme tu l'as dit, le profil de Lewis Kelly, on le rappelle de base, c'est un milieu de terrain qui a été reconverti au poste de latéral gauche. Donc, il a parfois ses réflexes, et ce qu'on lui demande aussi, ses réflexes de milieu de terrain, c'est-à-dire de rentrer dans le cœur du jeu et un peu de faire la différence de manière un peu verticale, mais vraiment dans le cœur du jeu. Un peu comme le but contre l'Atlético Madrid, où je sais plus qui met le but, mais c'est lui qui part justement de son camp, qui casse une ou deux lignes en faisant une course, mais du coup, il est plutôt au cœur du jeu. Euh, c'est un profil qui est quand même, on va dire, entre guillemets, qui ressemble plutôt à celui de Trossard, puisque celui de Trossard, c'est également de prendre le ballon et de rentrer au cœur du jeu entre les lignes pour venir provoquer ses adversaires. C'est pas vraiment un ailier qui va rester le long de ligne, comme on peut avoir avec Martinelli. Donc c'est vrai qu'associer Lewis Kelly et Trossard, en fait, c'est deux joueurs qui vont naturellement rentrer dans l'axe, qui vont surcharger l'axe et finalement trouver une zone où il y en a déjà pas mal de monde. Hein. On a déjà, par exemple, on a Merino, on peut avoir Odegaard, on peut avoir Zubimendi, on peut avoir Rice. Et du coup, ça va délaisser un peu le côté gauche où finalement il n'y aurait plus personne. Et ce qu'on voit sur cette première mi-temps, c'est qu'on a vraiment Incapié, on lui a vraiment demandé de rester le long de ligne par rapport à un Trossard. Moi, c'est l'impression que j'ai eue. Hein. J'ai plutôt eu l'impression qu'Incapié était globalement long ligne. Il est parfois rentré à l'intérieur, mais moins qu'un Lewis Kelly. Et c'est pour ça que moi, je pense que personnellement, je trouve qu'Incapié a fait une bonne mi-temps, même un bon match au global. Barthélémy? Ouais. Bah, franchement, Louis, t'as absolument tout dit. C'est Bah voilà, bah fin du exactement les podcast. mêmes Bonne Allez, soirée. ciao! Bonne soirée à On Bonne tout peut le les soirée, monde. coucher monsieur. tôt. Ouais, j'y croyais pas. Non, franchement, ouais, tu m'as coupé l'herbe sur le pied là. Je suis Voilà, d'accord sur toi avec tout. je suis un Après, défenseur Barthélemy, tu sais, hein, donc c'est ouais, comme ça. Bon, c'est pas bien l'herbe que tu rugueux. coupes généralement alors. Bah, je suis d'accord avec ton analyse et sur la qualité de la rencontre d'Incapié. Néanmoins, je te rejoins pas sur la position. Alors, à moins que j'ai
que j'ai occulté la moitié de la première période. Mais comme je vous l'ai écrit dans le Discord, moi, dans cette première période, je trouvais qu'Hincapié essayait de faire beaucoup de Lewis Kelly, mais voire même de Calafiori, c'est-à-dire qu'il était très haut, il était souvent à hauteur des 16 mètres, entre Trossard et Gyökeres, donc pas, pour moi pas très latéral, mais plus axial. Et je trouvais cette position, et je vais répéter à nos auditeurs ce que je vous ai écrit dans le Discord, je trouvais cette position ridicule parce que en phase offensive, je m'entends, hein, je le trouvais inutile là où il était positionné, et je n'ai pas vu, je dis pas qu'il n'y en a pas eu, mais je dis que je n'en ai pas vu, je n'ai pas vu un seul dédoublement d'Incapié dans le dos de Trossard sur le côté. Alors, Bah, typiquement, la première occasion, par exemple, de Gyökeres, c'est sur un centre d'Hincapié, d'Hincapié, ouais. parce qu'il vient déborder. Mais tu vois, c'est marrant parce que j'ai eu la même sensation que toi, mais par rapport à Timber. Moi, je trouvais que la première mi-temps de Timber, dans le positionnement, parfois, j'avais l'impression qu'il était numéro 10. Et je trouve que du coup, il a totalement annihilé notre côté droit. Je pense que c'était ça d'ailleurs le plus gros souci de notre première mi-temps. Je pense qu'on y reviendra. L'animation du côté droit. J'avais parfois l'impression de voir un Timber qui était très haut, limite en numéro 10, avec un haut de garde du coup qui était très esselé et un Saka qui était encore plus esselé. Et alors du coup, j'ai eu la même sensation que toi, mais de l'autre côté, moi plutôt par rapport à Timber. Moi, je pense que c'était le plan de jeu d'Arteta. Je sais pas, de créer une sorte de densité et de laisser finalement Trossard à gauche et Saka à droite un petit peu se débrouiller avec leurs qualités techniques du moment. Mais défensivement, en première période, on a été très costaud. Je vous propose qu'on ne détaille pas la première mi-temps parce qu'en fait, la première mi-temps, elle a été comme à l'image de beaucoup de rencontres d'Arsenal cette saison. Je trouve que nous étions probablement dominateurs dans les stats. Je ne regarde jamais les stats, tu le sais, de Louis. Mais je pense qu'en termes de possession, en termes de passes, en termes de tout ce que tu veux, je pense qu'on doit avoir à peu près, je sais pas, 75% de momentum dans cette première période. Par contre, Villa a été, pour moi, l'équipe la plus dangereuse parce que, en fait, ils avaient une projection vers l'avant et une verticalité qui était recherchée, très clairement. Mais quand on voit à un moment donné, en première période, sur une balle longue, je crois que c'est Watkins, Roger, je sais plus, je crois que c'est Watkins, mais plein axe qui passe comme ça, t'as pas le droit, tu vois. Et j'ai trouvé le jeu de Villa, bah, le jeu, la stratégie de Villa très intelligente parce que dès qu'il récupérait le ballon, ça se projetait très rapidement vers l'avant. On avait un Gabriel qui était très très haut sur le terrain également. Moi, ça m'a posé un petit peu problème dans cette première période. Et du Ouais. coup, on s'est retrouvé vraiment dans une défense complètement déséquilibrée. Pareil, je vous l'ai aussi dit, que Gabriel, de le voir aux 16 mètres adverses pour aller presser et laisser Saliba en 1v1, je sais pas. Pour moi, il y avait des anomalies tactiques dans cette première période. Voilà. Après, Oui, on n'a oui, pas pris oui. de but, mais j'ai trouvé qu'on était assez brouillon, contrairement à Villa, qui était, alors non pas chirurgical, mais qui était beaucoup plus direct dans le jeu. Ouais, on a souffert pardon, sur notamment les transitions défensives au milieu. Barthélémy l'a dit tout à l'heure, l'objectif de Merino, c'était peut-être de mettre un peu plus d'impact physique. Mais le problème d'un milieu, on va dire Merino, Odegaard et Zubimendi, c'est qu'en termes d'athlétisme, bah, on perd beaucoup de vitesse et de puissance par rapport à un milieu où on met Rice dedans. Et on, Mm. on a vu notamment avec les sorties de balles avec Tillman et Onana, c'était très facile de couper notre premier, voire le deuxième rideau, et notre milieu était bien souvent transpercé. Et derrière, on avait du mal à gérer les transitions offensives, ce qui fait que, bah oui, Villa a su très rapidement se projeter. De toute façon, le plan de jeu de Villa, il était assez simple, hein. Il était effectivement de nous piquer en transition, de faire très mal en contre. Et deuxième point aussi de nous faire sortir de notre match. Ça, je pense aussi que c'est une approche, enfin, c'est un point sur lequel on peut revenir. L'attitude des joueurs d'Aston Villa, d'Emiliano Martinez, je sais que tu l'aimes pas, Raoul, et je pense que son match d'aujourd'hui n'a pas amélioré son image auprès de toi.
Mais l'approche d'Unai Emery et d'Aston Villa était assez claire. Et sur la première mi-temps, le ballon n'a été en jeu que 24 minutes sur 45. Ouais, très Ouais. haché Très, comme mi-temps. très, très haché, avec beaucoup de, on va dire, de gains de temps, beaucoup de petites fautes, beaucoup de joueurs qui se laissent tomber. Donc vraiment, le plan de jeu d'Aston... Après, c'est pas une critique, hein, peut-être que nous, on aurait fait pareil sur un match, peut-être qu'on fera pareil un jour, hein. Mais le plan de jeu d'Aston Villa, sur la première mi-temps, il est plutôt efficace et nous met plutôt en difficulté, ouais. Barthélemy, cette première période, tu l'as vécu comment et tu l'analyses comment? Bah, comment dire? Louis a tout dit, il t'a coupé l'herbe sous le Voilà, pied. bah allez, bah, encore une fois, bonne soirée à tous. Non, quand même pas. Non, ouais, beaucoup de verticalité de la part d'Aston Villa. Notamment, j'aimerais revenir sur la prestation défensive de Saliba, qui, je trouve, encore une fois, a été sensationnelle de A à Z. Il a encore été parfait. Notamment sur le contre, sa gestion défensive sur le contre, son positionnement pour à la fois fermer le but et empêcher la passe. Je pense que, bon, on en parlera plus tard, mais il va rentrer dans mes tops. Et ouais, Aston Villa très très haché, comme tu l'as dit, seulement 24 minutes de jeu, bah presque la moitié. Franchement, j'étais à la fois perplexe par rapport à la prestation d'Arsenal, mais en même temps, je pouvais pas trop en vouloir aux joueurs parce que je me disais bah, qu'ils étaient en train de tomber dans le piège d'Aston Villa. Et en fait, c'était un piège hyper bien préparé et qui s'est presque déroulé à merveille jusqu'à la sortie d'André Onana à la seconde mi-temps. André Onana, il a fait une prestation, je trouve, pas exceptionnelle, mais il a très très bien, en tant que milieu, il a été presque parfait. Et je pense En que tout cas, en tout cas, sa Merino n'a pas sortie, existé. ouais, Merino face n'a à pas lui, existé. Merino, on l'a pas vu. Et Odegaard, avant la sortie de Nana, Odegaard, presque pas là, franchement. Donc tant mieux pour nous. Euh, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Oh, Mais c'est bien ouais, dit. cette première C'est beau, mi-temps, c'est beau, c'est ouais, waouh, je waouh, suis un waouh, waouh, poète. waouh, 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 waouh. On voit que monsieur maîtrise les mots, puisque rappelons-le que Barthélemy est l'un de nos CM. Vous avez souvent l'habitude ou le plaisir de le lire sans savoir que c'est lui. Il fait pas mal de live, de matchs, donc voilà, c'est un grand plaisir de t'entendre Barthélemy, puisque tu fais même le doublé, parce que tu as déjà fait le dernier podcast, si Ouais, face à je me Brighton. trompe pas, ouais. Deux podcasts, deux victoires, magnifique. Et ouais, On va peut-être te garder, hein. Du coup, fin de la première période, pardon, 0-0. On vient de parler d'Onana qui sortira justement lors de la mi-temps. Et je crois que c'est pour moi l'un des tournants du match côté Villa. Alors ça n'expliquera pas tout, mais en tout cas la densité physique qu'il a pu mettre et sa façon d'éteindre notre milieu de terrain presque à lui tout seul, ben, clairement cette sortie nous a fait énormément de bien. En deuxième période, puisque franchement, il y a pas grand-chose à signaler. On pourrait parler de la frappe écrasée de Gyökeres, etc. Mais je pense que, je ne sais pas pourquoi, je vous vois venir. Je pense qu'on va parler de Gyökeres un peu plus tard dans l'épisode. Retour des vestiaires. Et là, c'est un autre match, une autre équipe d'Arsenal. Et des intentions nouvelles, mais que nous, en tout cas au niveau de l'assaut, quand on débriefe du match ou quand on écrit dans le Discord, en fait, c'est Arsenal qu'on attend. C'est celui qu'on aimerait voir, c'est cette équipe qu'on aimerait voir tous les matchs de PL. C'est cette équipe qui est capable d'élever son niveau, comme elle l'a montré face au Bayern, comme elle l'a montré contre Newcastle également en deuxième période. C'est cette équipe qui a réussi aussi à relever la tête face à City quand on était mené à domicile en début de saison. Et c'est un Arsenal plein de on en parlait en off avec Louis en attendant Barthélémy pour le début de l'épisode, mais en fait, on a juste respecté, j'allais dire, le football. On a mis de l'intensité, on a mis de la verticalité, on a mis de la vitesse dans notre jeu, on a mis un peu plus de technique et on a aussi mis cette once d'agressivité qu'on ne nous connaît pas assez, mais finalement
qui fait que tu écrases n'importe quel adversaire. À chaque fois qu'on a joué comme ça, on a éteint nos adversaires. On parle quand même d'Aston Villa qui était sur une série de 13 victoires consécutives. C'est cette Aston Villa qui nous a battus il y a de ça quelques semaines. C'est Aston Villa qui a battu Manchester Chelsea, chez eux. City, Chelsea, c'est eux. qui a battu Chelsea chez eux. C'est le troisième du championnat qui était à 3 points de nous avant le début de la rencontre. Donc, quand on connaît, ou quand on se rappelle le début de saison manqué d'Aston Villa, parce que je crois que même s'ils perdent pas beaucoup, ils enchaînent beaucoup de nuls. Je crois qu'ils ont 3 points au bout de 4 journées, je crois. Il me Donc, semble, oui, sur les 4 ou 5 premières journées, je crois qu'ils n'ont pas une victoire ou un truc ouais. comme ça, il me semble. Donc, faites le calcul sur le nombre de journées restantes. En fait, je crois qu'à partir de la cinquième journée ou sixième journée, ils ont enchaîné quasiment que des victoires. Donc voilà, on n'avait pas, on n'avait pas une équipe de Championship ou de League One en face de nous. Et pourtant, on n'a pas vu Villa pendant, j'allais dire, 40 minutes en deuxième période. Et il faut aussi dire que le début de deuxième période, avec très rapidement ce but sur corner de Gabriel, avec une sortie plus que moyenne de Emiliano, ciao. Ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien, ça fait plaisir parce qu'on attendait quand même le retour de Gabi depuis un certain temps. On savait que c'était un petit peu l'homme qui nous manquait pour stabiliser la défense. C'était aussi un peu l'homme qui nous manquait pour faire du raffut dans la surface sur les coups de pied arrêtés. Et puis finalement, il est toujours bien placé. Et puis, premier corner de la deuxième période, et ça fait but. Voilà. Est-ce qu'on l'attribue plus à une erreur de Martinez ou vraiment. Parce que franchement, il se trouve. Martinez, il faut le dire comme faut le dire. Il se trouve quand même beaucoup. Bah oui, 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 c'est compliqué de ne pas la mettre sur Martinez, puisqu'effectivement, il foire totalement sa sortie. Gabriel n'a pas à faire grand-chose en fait pour mettre le but, hein. Et vu que t'aimes pas Martinez, on va vraiment appuyer que c'est vraiment de sa faute ce but et qu'il est 100% coupable sur ce but et qu'il devrait peut-être faire des excuses publiques pour ce but encaissé. Emiliano, tu n'es qu'une merde. Barthélémy, pardon. Ce premier but d'Arsenal qui arrive très tôt Euh, dans cette deuxième période. cette fois, je ne vais pas dire que Louis a tout dit. Je trouve quand même que bon, on est quand même dans le contexte du championnat anglais et ça arrive en Europa League, en France ou dans n'importe quel autre championnat. Je pense que l'arbitre siffle faute. Mais on est Pas en sûr. Angleterre. Je suis pas Bah, je sûr. La trouve. première faute, elle vient quand même de Martinez qui tire le maillot de Ouais, ouais, Gabriel, ouais, hein, c'est quand même, vrai, hein. je l'ai relevé dans le Discord, En c'est vrai, plus, c'est vrai. je crois que c'est toi qui le dis. La Ouais, je première l'ai faute, relevé elle en vient quand plus. même de lui. Et en fait, tu as l'impression qu'il est tellement obsédé par, tu sais, ce jeu de corps Ouais, avant que le corner soit tiré, le tirer le maillot, pousser Gabriel, etc., qu'en fait, il en loupe complètement sa sortie. Et je crois même qu'en fait, il loupe sa sortie, il fait une faute de main et que la balle retombe sur. Je crois que Gabriel, il met même pas un coup de tête parce que j'ai l'impression que la balle, elle lui tombe. Ouais, elle lui tombe dessus, je crois, hein. Elle lui ouais, tombe dessus, tu c'est vois. Gabriel met son coude, ça tombe sur sa Ouais, et, poitrine, je- ça et- descend et sur très son honnêtement, coude, même au ralenti, son pour genou. moi, quand la VAR est intervenue, je vois les images, tu peux pas siffler faute là-dessus. Moi, En j'avais plus de peur d'une ça, main personnellement. Moi, j'avais ah peur oui, d'une main, oui, quand mais avec ouais. l'extension, hein. Mais sur Martinez, non, enfin, c'est clair que. Mais de toute façon, après, le débat a pris fin il y a 2 ans sur cette question de sortie sur les gardiens. La première ligue a dit non, le joueur peut faire écran, il n'y a pas faute, il n'y a pas faute. Donc, peut-être que ça aurait été sifflé, oui, peut-être en Coupe d'Europe ou en Europa League, ou peut-être les arbitres arbitrent différemment. Mais là-dessus, on a mis des buts sur corner qui sont peut-être un peu plus préjudiciables ou peut-être un peu plus compliqué à arbitrer que celui-là, je pense. Ouais, bah celui face à Manu, par exemple, Ouais, début de saison. totalement. Puis de toute façon, moi j'ai encore en travers de la gorge le Lille Aston Villa, donc ça me va très bien, ce but. Je déteste aussi ce mec, donc c'est parfait. Mais Raoul, Oui, c'est moi. tu as dit un mot tout à l'heure qui est important, c'est l'agressivité. Puisqu'il y a un petit clip qui est sorti là pendant le match de Brighton ou en fin de match de Brighton, où c'est Saliba qui dit à Gabriel, Ouais. alors il lui dit en français, hein, il lui dit on n'est pas assez méchant.
Il lui dit on n'est pas assez méchant, et c'est vrai que c'est un peu la constante qu'il y a sur les dernières semaines, c'est que parfois on a l'impression qu'on cesse un peu marcher dessus et qu'on limite on s'excuse de respirer. Et là, on a vu que dès le début de la seconde période, au niveau des duels, de l'intensité, bah, on était beaucoup plus méchants. Mm. On n'hésitait pas à faire des fautes quand il fallait. On a vraiment bombé le torse. Et ça, c'est plaisant à voir, puisque c'est une des problématiques qu'on a sur les dernières semaines, c'est que justement, parfois, même souvent, et on l'a encore vu aujourd'hui, on a du mal à terminer pleinement nos matchs avec une intensité avec laquelle on imprime sur les débuts de match ou même sur les débuts de seconde période. Donc c'était important d'élever le niveau de l'agressivité. Je trouve qu'on l'a très bien fait. Et d'ailleurs, le milieu d'Aston Villa a totalement disparu. Dès lors qu'on a mis le but, et deux, qu'on est devenu beaucoup plus méchant, derrière le duo McGinn-Tillmans s'est fait totalement rouler dessus et a perdu un nombre de ballons conséquent qui nous a offert des occasions et des buts. Ah, clairement, ouais. Ça fait 1-0, donc 48e, et on connaît Arsenal, on se dit 1-0, t'es pas à l'abri, parce qu'à un moment donné, on va se chier dessus. C'est un peu l'histoire de ces derniers matchs, où on va reculer, on va prendre peur, on va se faire revenir dans les dernières minutes. Donc du coup, on s'est dit que ça serait une bonne idée de mettre le deuxième, et 4 minutes après, sur un énorme travail de Degarde, puisque c'est lui qui récupère le ballon, c'est lui qui va aller fixer la défense et qui va décaler plein axe Zubimendi qui fait un appel pas extraordinaire mais juste en fait l'appel qu'il doit faire c'est plein axe et qui de l'extérieur du pied droit si je ne me trompe pas va tromper pour la deuxième fois de la soirée Emiliano. Ciao Emiliano. Et ça fait 2-0. Ce but messieurs, c'est en open play déjà, ça fait plaisir quand même. Parce que ça Ouais. fait parce que on rappelle quand même que contre son camp, penalty contre son camp. C'était, je crois, les 4 derniers buts que l'on met, c'est 3 contre son camp et un penalty. Donc, si on enlève en plus de ça les coups de pied arrêtés, les buts en open play se faisaient un petit peu rares quand même. Et donc, du coup, Zubimendi vient mettre fin à cette statistique un petit peu triste. Oui, c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une passe directe, verticalité, jeu direct. On n'a pas retouché, touché le ballon et retouché une fois le ballon pour faire des circuits de passe, essayer de mettre le but parfait. On a récupéré le ballon, il y a eu un appel, on lui a mis but. Voilà, terminé. Parfois, c'est simple, hein. Ah, le foot reste très simple, hein. N'est-ce pas, Barthélémy? Ouais, surtout la finition de Zubimendi, magnifique, qui arrive à la mettre. Parce que pour le coup, Emiliano, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est quand même un bon gardien. Il sort très bien, il ferme très bien l'angle, et Zubimendi arrive parfaitement à la mettre ras du poteau. Ce que Kolo Muani n'a pas su faire il y a de ça 2 ans. Aïe, aïe, aïe. Oh, le souvenir qui fait mal. Oh, Barthélemy, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi toi? Pourquoi après tout ce que tu as fait dans la sauce, pourquoi tu parles de ça? Pas maintenant, pas maintenant, pas toi. Donc ça fait 2-0. Et là, je vous avouerai que je suis toujours pas rassuré. Vraiment, à 2-0, j'ai dit, waouh, c'est cool. Le break est fait. Je suis pas rassuré, surtout que 10 minutes après, il y a Odegaard qui frappe et Martinez qui la sort du bout des doigts, mais ça part en corner. Et tu te dis, ouais, à 2-0, le dernier match où on mène 2-0, on termine 2-2 contre Aston Villa. Donc, du coup, Emery décide de faire quelques changements. Et du coup, il y a un joueur dont on a parlé un petit peu, mais dont on va un petit peu plus s'étaler dessus maintenant. C'est Trossard, le Ah oui. Belge, puisque 69e minute de jeu, ça part même de très très loin cette occasion de mémoire. Mais je crois que il y a, il y a une phase de jeu assez longue. La balle revient. Il y a une première alerte avec Timber dans la surface. On a toujours pas vu le ralenti d'ailleurs s'il y avait faute ou pas sur Timber, mais qui se fait accrocher, en tout cas qui tombe dans la surface. Le ballon est récupéré, revient, centre de je sais plus qui. Bon, si c'est pas Merino ou Odegaard, je sais plus. Enfin bref, ça revient sur Timber qui fait un crochet, qui se met en position de frappe sur son pied gauche et Trossard il lui dit
t'inquiète, c'est bon, je termine. Et enroulé du pied droit, euh, Emiliano! Ciao! Il a même pas bougé. Parfaitement placé. Ah, allez, ce but, il est juste magnifique. Et ça fait 3-0 à la 70e minute de jeu. Et là, j'ai commencé un peu à souffler. Pas tout à fait, mais j'ai commencé un peu à souffler. Euh, Là, on vous compte la deuxième mi-temps avec l'ouverture du score à la 48e. On est à la 69e, soit 20 minutes après. Mais pendant ces 20 minutes-là, Aston Villa n'existe pas. Ah oui, 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 ils sont tournés dans tous les C'est, sens, hein. là, on vous compte 3 buts et une frappe de garde mise en corner par Martinez. Mais Villa n'existe pas. Et ce but vient quand même récompenser une énorme prestation de Trossard, que j'ai trouvé très Absolument. très bon. Oui, Et vous. très très bon et même pas qu'en deuxième mi-temps, c'est ça qui est bien, c'est que Oui, même sur Ouais. la première mi-temps, c'est je pense le meilleur joueur sur la première mi-temps et un de nos meilleurs joueurs aussi sur la deuxième mi-temps. Donc oui, le match qui sort, de toute façon il faut voir le nombre d'attaques qui sont passées par son couloir en première mi-temps versus celui de Saka, alors que normalement c'est plutôt l'inverse. Bah oui, on y Trossard, vient. dans ce duel un peu de Belges, hein, puisqu'il y avait beaucoup de Belges aussi côté Aston Villa avec Onana et avec Tillmans, bah, il a montré qu'il n'était pas. Oui, Onana a fait un bon match, Tillmans a fait un bon match aussi, mais le meilleur Belge sur le terrain, c'était évidemment Trossard. Ouais. Barthélemy, c'est le troisième but. Bah, c'est un peu le bordel ce but. On sait pas trop s'il y a hors-jeu, il y a pas hors-jeu. On sait pas s'il y a penalty. Oui, c'est vrai qu'il y a eu intervention de Lavar. Bon, j'en ai pas parlé, ouais. Pour un D'ailleurs, Euh, potentiel. question, on a revu les images de la VAR sur le hors-jeu de Saka, parce que d'habitude il est diffusé à la télé, tu sais, avec les lignes. Il n'y a Et pas là, eu les lignes. Non. Il y a eu j'ai les pas vu les arrêts lignes. sur image, mais il n'y a pas eu les lignes. ouais, Parce que, alors avec l'arrêt sur l'image, moi, Saka, alors Nketiah, je suis pas sûr parce que j'ai l'impression qu'il y a un pied qui le couvre, mais Saka, sur le ralenti, j'ai quand même l'impression qu'il est un peu devant. Et souvent, la VAR nous montre les révélateurs avec les lignes, et là, on l'a pas vu. Donc, bon, tant mieux, c'est en notre faveur, pour une fois. Mais sur le révélateur, j'ai quand même l'impression qu'il est devant notre ami Saka. Donc, je trouve ça un peu bizarre. Ça a été même très long à checker. Ouais, c'était très. Bah, d'ailleurs, il y aura 8 minutes d'arrêt de jeu. Alors, il n'y avait pas que l'intervention de Lavar, mais c'est vrai que c'était très, très, très long. Assez pénible quand c'est aussi long, quand c'est aussi long que ça. Euh, du coup, ça fait 3-0. On vient de le dire, Lavar est intervenu, mais finalement validera le match. Cinquième but en première ligue pour Trostar, la classe. Et je crois qu'il y a le premier changement juste après le but, la sortie enfin de Merino. Alors quand je dis enfin, c'est même pas tant par rapport à la prestation de Merino, mais c'est sur le fait qu'il avait déjà un jaune et qu'il a quand même frôlé le rouge sur quelques occasions. Et je Euh, pense même honnêtement qu'il aurait dû prendre le rouge sur oui, une faute qui fait un quand il moment. accroche sur le bras, ouais, Ouais, il clairement, aurait non, dû mais prendre un clairement, deuxième jaune. clairement. Cela dit en passant, petite parenthèse, j'ai adoré l'arbitrage du jour. en J'ai, première, non. No- J'ai trouvé qu'en première période, il était quand même tombé plusieurs fois dans le petit jeu d'Aston Villa. Je Ouais, pense que Emiliano Martinez aurait pu se prendre un carton jaune quand même Hmm. beaucoup plus rapidement Oui, ou des sur ces fautes très dégagements. légères sifflées, mais j'ai trouvé que dans sa pédagogie d'expliquer aux joueurs, bah, je sais pas, il a pas, il a pas pris cette place de, tu sais, de shérif comme on peut le voir dans certains matchs où, voilà, il a pris sa place d'arbitre et pas plus ni moins. Donc, ouais, moi j'ai bien aimé. Donc du coup, Merino qui sort enfin, qui laisse sa place à Nordgaard, qui va jouer à peu près 25 minutes et qui va faire 25 minutes très très propre, très clean, à Oui, une belle l'image de ce rentrée. qu'il avait. Ouais, franchement, top. Moi, je kiffe ce joueur. En termes de changement, 77e, Gyökeres qui sort pour Gabriel Jesus et Gabriel pris de cran qui laisse sa place à Lewis Kelly. Vous l'aurez compris qu'en termes de réorganisation, Hincapié va rentrer dans l'axe à côté de Saliba et que donc Lewis Kelly prendra le côté gauche. Gabriel Jesus poste pour poste pour Gyökeres. Et donc, vous avez bien compris, 77e minute de jeu, l'entrée de Gabriel Jesus. 78e minute de jeu, Gabriel touché par la grâce. Gabriel Jesus touché par la grâce, puisque en moins d'une minute, il récupère une balle de
Trossard, je crois. Oui, c'est Euh, encore Trossard. ouais, Trossard qui prend le ballon dans les pieds de Zubimendi, qui s'en va tout seul comme un grand fixé c'est à la ça. défense et qui la donne à Gabriel Jesus qui fait, Il un fait le contrôle petit parfait. ouais, contrôle parfait, mi-contrôle, mi-feinte pour, Ouais, éliminer son adversaire direct et après il l'enroule un peu comme le but d'Eze contre Tottenham. Il avait mis un peu le même joueur sur son troisième but, je crois donc ouais, c'est, bah, la belle histoire, hein. Gabriel Jesus, Ouais, ouais. rentré comme ça, belle histoire. Et je préfère retenir la belle histoire que d'imaginer ce qui a dû se passer dans la tête de Gyökeres au ouais. moment du but. Parce que franchement, ça doit piquer quand même. Quand tu as un petit peu Ah, d'ego, que tu es oui. attaquant comme ça doit faire un petit peu mal. Et au-delà de ça, c'est que c'est pas il met pas un but de raccro quoi, en plus, c'est un but Oui, que oui. techniquement, il faut le faire. Ce qu'il fait Gabriel Jesus sur son contrôle et cetera, je pense pas que Gyökeres, il ait montré des aptitudes techniques pour mettre ce but-là. Donc, là, la comparaison, technique sur le but qu'il met, bah, pour un buteur, oui, la comparaison, elle fait mal. Ce but, Même si Barthélémy, même si pardon, même si pardon, même si au demeurant Gyökeres ne fait pas un mauvais match, hein. on Faut est le dire d'accord. aussi, Ouais, il ouais. fait Oui, pas oui, un mauvais match. clairement, oui. Ouais, Gyökeres fait pas un mauvais match, mais je pense que le but de Gabriel Jesus, c'est un vrai coup de massue pour lui. Bah déjà, magnifique but. Et le mec qui vient de rentrer, il te met un but sensationnel. Tout le stade célèbre pour lui parce que c'est la belle histoire, etc. Puis surtout, le retour d'Havertz, qui est là, était dans le groupe. Moi, à sa place, je me sentirais un petit peu menacé, hein, parce qu'il a quand même eu 6 mois où il était aidé par les blessures de Jesus et Havertz, où il était titulaire à chaque fois. Et il a très rarement confirmé les attentes envers lui. Donc je pense qu'il va falloir qu'il se regarde un peu dans un miroir, hein. Moi, je pense qu'il en a conscience, hein. Ouais, bah, Je j'espère. pense qu'il a conscience que ce qu'il fait, c'est pas suffisant, en tout cas en termes de stats. Je pense qu'il a aussi conscience qu'il n'est pas tout le temps très bien servi, mais Ouais, comme dit Louis, il fait pas un, on peut lui reprocher sa frappe molle en première période, on peut lui reprocher de ne pas cadrer la tête sur le centre, encore une fois, de Trossard, mais il est quand même. J'ai trouvé qu'en termes de. Les appels étaient là aujourd'hui, il était à la réception de centre, alors après, ça ne se transforme pas. Alors après, comme tu dis, je veux dire, ton concurrent direct, sans parler d'Averse, rentre et marque en moins d'une minute, sur un but plein de touchés, je pense que ça peut et ça doit faire mal au moral. On verra bien ce que ça donne un peu plus tard. Après, il faut savoir saisir sa chance et Gabriel Jesus l'a fait parfaitement. Donc, si Gyökeres n'aura pas su prendre le train en marche, tant pis, on aura un attaquant de luxe à 60 millions pour jouer contre des équipes de second rang. Bon, on n'en est pas Après, encore là, hein. ça peut aussi lui faire du bien d'être peut-être un peu moins sous le feu des ouais, je projecteurs et donc des pense. critiques et de tranquillement travailler de son côté, prendre les minutes qu'il a à prendre et peut-être y aller étape par étape, puisque je suis pas sûr et je suis même quasiment sûr qu'il n'aurait pas autant joué si Havertz ne s'était pas blessé en début de Ah non, saison. clairement pas, ouais, non, c'est sûr. On avance dans cette deuxième période, on se rapproche tout doucement du coup de sifflet final. 83e minute de jeu. Timber remplacé par White et Saka remplacé par Madueke. Enfin, j'aurais tendance à dire. Changement que j'aurais aimé voir un peu plus tôt dans la rencontre, personnellement. Je suis Et, d'accord. et puis après, 90e, on nous annonce 8 minutes de temps additionnel. À 4-0, même si tu n'es pas confiant, tu te dis que tu vas quand même pas en prendre 4 face à Villa. L'idée, c'est quand même de faire un clean sheet. Première alerte pardon, à la 92e. C'est un centre côté gauche de Digne. Tête de Watkins qui touche le poteau. Raya se relève et il y a McGinn qui arrive, qui fait un plat du pied. Alors, je vais pas dire sur Raya. Alors après, c'est toujours pareil. L'arrêt, il est incroyable. Et franchement, je vais pas l'enlever à Raya. Euh, mais quand j'ai vu ça et quand tout le monde l'a dit, waouh, Raya, trop fort, trop fort, trop fort, je me suis posé la question. Je me suis dit, si ça avait été l'inverse, si McGinn c'est Gyökeres et que Raya c'est Martinez, Bah, clairement, on insulte Gyökeres.
Oui, mais c'est plutôt un gros loupé de McGinn plutôt qu'un gros arrêt de Raya. Ouais. Parce que comme tu le dis, bah oui, alors Raya, il a la chance d'être bien placé, d'avoir ce réflexe qui lui fait que il arrive à arrêter ce ballon. Mais alors je sais que t'aimes pas les stats, Raoul, hein, mais en termes d'XG, je sais pas combien elle vaut cette frappe de McGinn, cette occasion de McGinn, mais je pense qu'elle pèse pour 0,99 XG ou 1 XG, hein. Parce que là, normalement, c'est but. Enfin, je veux dire, il a 1 mètre du Hmm. but. Comment il fait pour pas la mettre, quoi? But ouvert. Bah oui. Donc gros arrêt de Raya, on se dit ok ouais bon allez c'est bon, on a failli en prendre un, on va avoir le clean sheet. Et ben Collini 2 minutes plus tard sur un but gag, un sketch, euh, je sais pas Benoît Père il dirait la chatte la chatte la chatte. On n'en est quand même pas très loin puisque de nouveau côté gauche. Il y a Malen qui fait un festival par contre, de l'entrée des 16 jusqu'à à déborder, qui vient, Saliba qui la touche, mais la balle revient, on ne sait pas trop comment. Malen frappe, ça passe entre les jambes de Raya, ça touche le poteau. Ouais. Et le ballon revient sur Watkins qui, bon, clairement, il soigne ses stats, mais but ouvert, il n'y a pas de difficulté. Ça fait 4-1. Clairement, on n'est pas plus inquiet que ça, mais ça fait chier. Hein. Bah c'est frustrant. Franchement, j'ai pas boudé avec cette victoire-là. Moi qui étais tellement, je vais pas dire pessimiste, mais dans le stress de savoir quel visage on allait voir d'Arsenal, je savais que si on mettait de l'intensité, de l'agressivité, je savais qu'on était capable de répondre présent. Sauf que sur les derniers matchs, on ne l'a pas forcément montré et c'était plus ça où moi j'étais dans le challenge de voir et de me dire quelle équipe on allait voir. Euh, et en plus de ça, on ne l'a pas dit en introduction, je pense qu'il faut aussi le dire. Villa, ils étaient privés de 5 ou 6 joueurs, je crois, et pas des moindres, puisqu'il y avait des suspendus, il y a eu des blessés également. Mais quand tu mènes 4-0 et que tu as l'exigence et que ta soirée elle est presque parfaite, en fait, ça fait chier, excusez-moi du terme, de prendre ce but à la 94e sur 5 minutes de relâchement, quoi. Alors, le relâchement, il est coupable, mais il est entendable et excusable, presque. Mais la copie aurait été tellement plus belle à 4-0, quoi. Ouais, moi je suis d'accord. Je trouve ça, c'est même peut-être le point noir entre guillemets, on va dire, hein, de la soirée. C'est qu'effectivement, il y a cette frustration de prendre ce but, mais ce qui est d'autant plus frustrant, c'est que c'est un peu la constante de ces dernières semaines où tu as l'impression que tu joues des matchs que tu arrives à pleinement maîtriser, où tu Ouais, es pleinement en grande maîtrise de ton match. Et sur une occasion, bah, une petite occasion, une situation, bah, tu prends un but. Alors là, c'était du coup le but de Watkins en coupe contre Crystal Palace. À 5 minutes de la fin du match, tu es en pleine maîtrise de ton match, tu te prends l'égalisation. Euh, Contre Brighton, c'est pareil, tu es en pleine maîtrise de ton match, tu te prends un but sur une vieille occasion, bah pareil, tu concèdes un but. Contre les Wolves, encore pire, où là, tu es encore moins en maîtrise, mais il y a à 5 ou 10 minutes de la fin, je sais plus dans le timing, mais pareil, il y a une occasion, un but. Et surtout, ça coïncide toujours avec le fait que Gabriel ne soit pas sur le terrain, puisque là encore, on se prend le but c'est vrai. en fin de match, au moment où Gabriel sort. Et du coup, ce qui est frustrant, c'est qu'on a l'impression que même quand on est en pleine maîtrise d'un match, bah, tu concèdes encore un but. Et ça, ouais, je trouve ça plutôt frustrant, puisque comme tu dis, on est tellement, sur cette seconde période, on est tellement au-dessus qu'on ne doit pas concéder de but, en fait. On est tellement fort, on est tellement au-dessus de d'Aston Villa que c'est frustrant de prendre un but par cette équipe. Moi, je trouve ça frustrant. Clairement, ouais. Barthélémy, toi, cette réduction du score qui sera là que pour la stat et pour l'anecdote, pour toi, c'est coupable, c'est excusable, c'est un fait de jeu, c'est... Bah, pour moi, il y a deux points de vue. Le premier point de vue, c'est, enfin, moi personnellement, ça me ferait plaisir de battre le record de seulement 13 buts encaissés sur une saison par Chelsea. Ça va Donc venir compliqué là, forcément, ouais. donc forcément là, ça a l'air compliqué, surtout vu ces dernières semaines. Et vu le mois d'octobre exceptionnel qu'on a eu, on n'a plus trop l'habitude d'encaisser des buts. Donc
avec ce point de vue-là, forcément, c'est chiant. Mm. Mais pour moi, le deuxième point de vue, qui est aussi largement entendable, c'est, bah, je pense qu'il, déjà, à la mi-temps, je pense qu'Arteta, il les a défoncés, mais comme des enfants de 8 ans. Il a dû, je ne sais pas ce qu'il leur a dit, mais ils ont changé d'état d'esprit. Donc, rien que ça. Et je pense que toute la pression a dû redescendre. Et donc, je pense qu'il y a eu bah, une chute d'attention. Et honnêtement, je pense pas qu'on peut leur en vouloir. Je pense que si, imaginons je viens vous voir hier et je vous dis Arsenal va gagner 4-1, on va surdominer la deuxième mi-temps, mais on prend un but à la toute fin. Je pense que tout le monde signe. Ah oui, ça je suis bien d'accord avec toi, Barthélémy. Mais, Ouais, mais je suis ouais, je d'accord, sais ça pas, fait mais chier. ouais, c'est 4-0, chiant. c'est plus beau, c'est vrai, c'est vrai. Mais Et c'est surtout, dur de leur en vouloir. surtout, encore si c'est un beau but, si le mec il met une retournée de 30 mètres, il te met une lucarne et tout, bon, bah, c'est un beau but, c'est un beau but. Mais là, putain, c'est vraiment un but de merde, quoi. Comme l'a dit Ouais, les Raoul, trois ça derniers passe buts qu'on entre les prend, jambes. Ouais, c'est gag. En fait, sur la moindre petite situation, on se prend des buts, mais vraiment évitables, de merde, etc. Donc, c'est frustrant puisque, comme tu disais, Barthélemy, c'était une de nos forces en début de saison, justement, d'être hyper efficace défensivement et de ne vraiment rien laisser à l'adversaire. Et là, j'ai l'impression que sur les dernières semaines, même quand on est en pleine maîtrise du match, quand on tourne nos adversaires comme en deuxième mi-temps, bah, à la fin, on se prend quand même un but. Donc, bon, c'est frustrant, mais comme tu l'as dit, le principal, c'est évidemment le résultat et le 4-1. Ouais. Et ce résultat qui éloigne, pardon, qui éloigne l'Aston Villa que l'on met à 6 longueurs. Donc ça, c'est un vrai ouf de soulagement. Et une fois n'est pas coutume, c'est à notre tour de mettre la pression sur City, qui jouera le 1er janvier, si je ne me trompe pas, et qui se déplacera à Sunderland. Alors, City qui est en pleine bourre, hein, je veux dire, enfin, offensivement, c'est impressionnant, mais puis on l'a vécu il n'y a pas très longtemps. Se déplacer à Sunderland, ça va être costaud. Donc, du coup, on va être tous derrière Sunderland et espérer un faux pas ou en tout cas un petit coup d'arrêt de City, ce qui nous ferait énormément de bien, surtout au vu des matchs qui nous attendent. Mais ça sera dans la dernière partie de l'épisode. On en vient, Louis et Barthélémy, au fameux top flop. Et on va commencer traditionnellement par les flops. Euh, à mon avis, on va tous avoir les mêmes, je suppose. Louis, tes flops. Premier flop, je mets Saka en premier flop. Il est passé totalement au travers de sa première période. La deuxième période, à l'instar de l'équipe, il a un peu élevé son niveau de jeu, mais clairement, c'était pas le Saka des grands soirs. Un peu comme contre Brighton, j'ai parfois aussi l'impression qu'il forçait ses actions où il voulait absolument frapper au but et du coup, il y avait beaucoup de déchets dans son jeu. Euh, Personnellement, j'ai l'impression qu'il commence peut-être à tirer la langue. Et je suis d'accord avec toi, Raoul, par rapport à ce que tu as dit il y a Sur quelques minutes. le remplacement Oui, avec il aurait, Madueke, ouais. il aurait dû À l'heure sortir de plus jeu. tôt. Et même contre Brighton, je reviens au match de Brighton, mais Brighton, il doit jamais terminer le match. Aussi Saka, qui disparaît aussi à l'heure de jeu. Alors je pense qu'il tire la langue, hein, c'est normal aussi, c'est un joueur qui enchaîne beaucoup. Mais voilà, je l'ai pas trouvé. Enfin, j'ai pas trouvé qu'il avait fait un bon match du tout. Deuxième flop, alors un flop entre guillemets, c'est plutôt par rapport à sa première période, c'est la première période de Gyökeres. Même si en deuxième période, il a, pareil que toute l'équipe, il a aussi élevé son niveau de jeu. Mais effectivement, comme on l'a dit, si on compare avec Jesus, bah, c'est quand même toujours compliqué. Franchement, après, en flop, alors en flop, allez, c'est plutôt global, mais je vais mettre le milieu de terrain de la première mi-temps. Le trio Zubimendi, Merino et Merino, oui. Odegaard, qui n'a pas du tout fonctionné en première période. Ouais. Barthélemy. En premier, je vais mettre Merino, qui pour moi, c'est quand même dingue d'être un milieu de terrain et être meilleur en attaque qu'au milieu, en tout cas sur ce match. Après,
Moi, je vais mettre Saka également. Je trouve que il sous-performe ces derniers temps. Il n'est pas il est pas au niveau de ses standards, on va dire. Quand on parle de Bukayo Saka, on s'attend à mieux. Et après, en troisième, honnêtement, j'ai pas forcément. Gyökeres, je trouve ça dur de le mettre en flop parce que, bon, ok, c'est un attaquant, mais il manque que le but, quoi. Donc, franchement, dur de mettre en troisième flop. Je trouve que toute l'équipe a été bonne dans l'ensemble, hormis, hormis Merino et Saka. Ok. Moi, ça va être Saka, Merino et Martinez. Je l'attendais, évidemment, le flop des flops. Mais c'est tellement facile, c'est tellement facile et ça fait tellement plaisir. Je crois que c'est le flop le plus plaisant de la saison. Ah oui. Excusez-moi, mais c'était gratuit. Et surtout après la vidéo que tu viens d'envoyer, Louis, sur la sortie de Martinez. Quel blaireau, quel manque d'humilité, Mais en parlant de ça, là, je vois quel des clochard. vidéos du coup au moment où l'arbitre siffle le coup de sifflet. Alors, il faut savoir que Martinez, du coup, dans les couloirs de l'Emirates, il a pété un scandale avec, du coup, sur la vidéo, comme tu dis, Raoul, avec des membres du public. Et il y a aussi, du coup, Unai Emery qui a refusé de serrer la main d'Arteta à la fin du match. Et en conférence de presse, il a dit: Je ne vais pas attendre pour toujours, il faisait froid. Voilà. Vous en tirez les Ça conclusions que vous voulez manque sur quand même cette équipe. beaucoup, beaucoup de classe, ouais. Ouais. Vous en C'est... tirez les conclusions que vous souhaitez sur cette équipe. Ouais. Les tops maintenant. Peut-être un peu plus compliqué. Ou pas. Barthélémy, je te laisse la main. En troisième, je vais mettre Saliba. Comme j'ai dit tout à l'heure, franchement, rien à dire, parfait. Surtout le contre au début du match, il a géré parfaitement, toujours serein, toujours calme, un vrai leader. En deuxième, j'hésite entre, ouais, je vais mettre Hincapié. Hincapié qui enchaîne en ce moment les matchs, qui est toujours aussi bon. Je trouve que, ouais, il apporte une certaine grinta et qui fait toujours le taf. Et en premier, bah forcément, le grand, l'unique, le magnifique, Trostar, qui a pris une nouvelle dimension depuis son salaire augmenté. Je pense que ça a dû débloquer quelque chose en lui de toucher des euros en plus. Et ouais, magnifique. Franchement, performance grandiose. Première mi-temps, c'était le seul joueur qui a été très bon sur le terrain. Et deuxième mi-temps, il a confirmé avec un magnifique but, une passe D ou deux, je sais plus. Donc franchement, magnifique. Trop star, top 1 et de loin. Petite parenthèse. Très honnêtement, je sais pas si Trostar, parce que je sais que c'est moi qui l'avais appelé Trocard puis Trostar. J'ai jamais vu Trostar avant sur les réseaux, mais j'avoue quand même que depuis que je l'appelle Trostar sur les podcasts, quand je regarde sur Twitter, ça revient de plus en plus. Donc je suis assez fier de mon jeu de Mais il mots. est stylé, hein. Je sais pas si quelqu'un l'avait fait avant ou pas, mais voilà. Mais Franchement, je l'avais jamais entendu, donc je pense que tu peux déposer la marque, hein. Ouais. voilà, je suis assez fier quand Corentin il parle de Trostar sur Discord. Je dis, ah ouais, ça a marqué les esprits. Voilà, petite parenthèse. Ok, excusez-moi. Louis, t'es top. Alors, je vais essayer d'être un peu différent par rapport à ceux de Barthélemy. Je vais mettre en troisième la. Alors, Saliba était bon, mais au global, la charnière Gabriel Saliba, le retour de Gabriel a fait du bien, et dans notre faculté à défendre et aussi dans la faculté à défendre de Saliba. Donc, surtout en seconde période, j'ai trouvé que Gabriel a été, et en plus il est buteur, donc ça forcément, c'est Hmm. compliqué de ne pas le mettre dans les tops. Donc le retour de duo Saliba-Gabriel dans les tops. Deuxième top, j'ai bien aimé la seconde période d'Odegaard. Autant en première période, il a eu beaucoup de difficultés à se situer par rapport peut-être et sûrement au placement de Timber, comme on expliquait en début de podcast. Mais je trouvais qu'en seconde période, par contre, il a vraiment élevé son niveau de jeu. Il est passeur décisif sur le but de Zubimendi et même il n'y avait pas beaucoup de déchets par rapport à la première période, donc ça c'était vraiment plaisant. J'espère qu'il va continuer sur ce rythme. Et bah forcément le premier top, même que celui de Barthélemy, c'est compliqué de ne pas le mettre ce soir. Mais notre trop star national, notre trop star du plat pays, qui livre encore une performance XXL et on en parlait avec Raoul en space il y a quelques mois, notamment en début de saison, où je disais que
pour moi, c'était un peu la belle histoire de cette première partie de saison, puisque moi, le premier, cet été, on était un peu tous pour peut-être voir Trossard quitter le club à 30 ans, qui avait peut-être atteint un plafond de verre, Mm. avec peut-être l'objectif de ramener un joueur plus jeune, avec un plus gros plafond et avec plus de talent. Et finalement, travail et abnégation, on fait leur travail. Et puis, bah voilà, c'est notre meilleur élément offensif du début de saison. Donc, notre trop star national, j'espère qu'on va lui donner la même prolongation que Liverpool a donné à Salah. Ouais, c'est encore une fois, et c'est là où le foot va quand même très très vite et on peut se tromper. On était nombreux, que ce soit dans l'assaut ou au niveau de la fanbase, à vouloir payer le taxi pour emmener Trossard à l'aéroport. Et aujourd'hui, franchement, qui l'eût cru, c'est notre meilleur élément sur le côté gauche. Et quand tu vois qu'il y a potentiellement du Madueke qui pourrait évoluer à gauche, potentiellement du Eze qui pourrait évoluer à gauche, Martinelli, il a réussi à être régulier. C'est souvent ce qu'on lui reprochait. Et moi, ce que j'apprécie énormément, indépendamment du fait qu'il soit assez décisif, notamment sur l'année 2025, on y reviendra juste après, c'est son travail défensif. Oui, il Souvent, travaille j'ai beaucoup. reproché à Trossard d'être nonchalant défensivement, de ne pas revenir. Et ce que je louais chez Martinelli, et souvent c'était ce qui me donnait un petit peu, Louise, on a fait énormément de space ensemble et pas mal de débriefs. C'était quand même souvent ce qui, dans la balance, me faisait toujours pencher pour Martinelli. C'était que Martinelli, il n'était pas toujours très beau à voir offensivement, mais au moins il avait cette faculté à défendre, à bien défendre et à tout donner, alors que Trossard était assez nonchalant à ce niveau-là. Et bah, Trossard, il se met à défendre. Et c'est ce qui lui manquait. Et voilà, donc là, je vois le tweet d'Arsenal French Club. Trossard finit donc l'année 2025 comme étant le joueur d'Arsenal le plus décisif en Première Ligue, avec 19 contributions, 10 buts et 9 passes décisives cette année, avec un trop star en majuscule. J'adore. Excusez-moi, monsieur, mais j'adore. Mais top pour aller rapidement. J'ai pas de classement, mais clairement, mon number one aujourd'hui, ça sera trop star, bien évidemment. On va pas revenir dessus. Euh, Après, c'est sûr que. Alors, après, il y a peut-être la belle histoire. Je trouve que le retour en tant que titulaire de Gabi, son but, ça sera pas son plus beau, mais voilà. Et puis le fait qu'il a pesé, même si j'ai pas aimé du tout son placement très avancé, je l'ai dit avant, mais bizarrement on prend le but quand il n'est plus là. Et ben Saliba avec ou sans Gabriel, c'est pas la même chose. Et de façon générale, Arsenal avec ou sans Gabriel, c'est pas la même chose. Donc je vais mettre Gabriel dans mes tops pour son retour. Et je suis d'accord avec toi sur Ødegaard, mais moi je vais mettre Zubimendi, que j'ai trouvé plus régulier sur la rencontre et que j'ai trouvé juste tout au long de la rencontre. Alors peut-être moins décisif dans les passes D, etc., même s'il est buteur ce soir. Mais j'ai beaucoup aimé son match. Et bien entendu, je dis toujours, choisir c'est renoncer. On a parlé d'Incapié, Timber a fait un très bon match, Saliba a fait un très bon match, Ødegaard également. On pourrait presque mettre Raya pour son arrêt réflexe, mais le but, la balle entre les jambes, non. Donc voilà. Petit point au classement, parce que ça aussi, ça fait assez plaisir. Je vous le disais juste avant. Donc Arsenal, seul leader avec 45 points pour 19 matchs joués. City qui jouera donc le premier de l'an à Sunderland avec 40 points et donc un match en retard. Troisième, Aston Villa 39 avec le même nombre de matchs, donc on les met à 6 points. Liverpool qui n'a pas encore joué 32, donc même en cas de victoire de Liverpool, ça fait 35. Chelsea qui a fait match nul, si je ne me trompe pas, cinquième avec 30 points et le même nombre de matchs. Donc Chelsea, quand je vous dis que le foot va très très vite, rappelez-vous du match à Chelsea. À 11 contre 10, on a énormément souffert. Et là, on les met à 15 points ce soir. Ouais. United qui fait match nul à Wolverhampton. Oh là là.
C'est tellement bon de les avoir dans la première ligue. Sixième avec 30 points également. Et alors on va pas faire tout le classement, mais Sunderland, septième avec 28 points et donc le match en moins. Donc en cas de victoire de Sunderland face à City, Sunderland passerait cinquième du championnat. C'est tout ce qu'on leur souhaite. En tout cas, c'est tout ce que je leur souhaite, messieurs, pour ce premier de l'an. Euh, D'un point de vue, alors avant d'arriver sur l'agenda, je voudrais qu'on revienne, et Louis, tu vas comprendre pourquoi, sur un fait. C'est que avec le retour ce soir de Kai Havertz dans l'effectif, dans le groupe, on avait Nwaneri qui n'a pas été retenu dans le groupe. Et pourquoi j'en parle? Bah parce que parce que Arteta doit faire des choix, certes, mais que Louis, tu t'es penché sur le cas Nwaneri dans un article à paraître demain, si je me trompe Oui. pas. Alors on va pas tout dire, on va laisser nos lecteurs le découvrir et le lire déjà, mais en quelques mots, ton angle d'attaque sur cet article-là. Et puis, sachant que tu as écrit l'article et qu'il était prêt avant que l'on sache que Nwaneri n'était pas retenu dans le groupe ce soir. Oui, exact. Bah, le cas Nwaneri, il m'interpelle depuis maintenant quelques semaines. Enfin, je pense qu'il interpelle même tout le monde. Puisque ce qui est assez frustrant, c'est quand même, c'est un joueur la saison dernière quand même qui a fait son trou entre guillemets, qui est arrivé à 17 ans, qui termine la saison avec 9 buts et 3 ou 4 passes D, je crois, sur toute compétition confondue. Donc à même pas 18 ans, c'est quand même plutôt impressionnant. En plus, il évoluait sur le côté droit en l'absence de Saka, mais déjà il y avait des petites bribes d'indices. Si tu te souviens bien, Raoul, l'année dernière, la grande question pendant l'avalanche de blessures qu'on avait, c'est notamment celle d'Odegaard, et c'est pourquoi Arteta n'utilise pas Nwaneri au milieu. Dans les deux Il mois, ouais. n'utilisait pas, il n'utilisait pas Nwaneri au milieu, il utilisait toujours à droite, ce qui impliquait un changement de système de la part d'Arteta. C'est les fameux matchs où on jouait en 4-4-2 un peu hybride. Du coup, Nwaneri pourtant a livré des bonnes prestations. Après, il y a eu l'arrivée de Bertha qui a un peu changé la donne, puisque Bertha a eu la lourde responsabilité, tâche et mission de remodeler un peu cet effectif qui manquait cruellement d'options et de joueurs. Sont arrivés dans sa zone, du coup, Madueke, Eze, Trossard est resté, Martinelli est resté, tout le monde est resté. On a en plus ajouté Gyökeres dans les options offensives. Et du coup, aujourd'hui, on a Nwaneri qui a totalement disparu de la circulation. Puisqu'en début de saison, il avait encore un petit peu de temps de jeu avec la blessure d'Odegaard à l'épaule. Il jouait notamment, il a joué les deux premiers tours en Cup. Il a un peu joué en Ligue des Champions. Il a aussi un peu joué en Première Ligue. Sa dernière titularisation remonte au match contre le Slavia Prague. Alors, je crois que c'était le 4 novembre ou 4 décembre, je ne sais plus. Mais depuis, il a totalement disparu de la circulation de Nwaneri. Et le problème, c'est qu'on est en face d'un joueur qui est certes un excellent milieu offensif, je pense, énormément de qualité de dribble, de percussion en 1 contre 1, mais le poste de milieu offensif pour jouer à la place d'Odegaard, ça demande beaucoup plus que des qualités techniques. Ça demande des qualités défensives, ça demande des qualités de pressing, ça demande des qualités de placement, ça demande des qualités aussi bien en transition défensive qu'en transition offensive. Et pour le moment, je pense que malheureusement, Nwaneri à 18 ans, ce qui peut être normal, n'est pas encore prêt à intégrer cette rotation. Notamment son dernier match où il était titulaire contre le Slavia Prague, il a énormément souffert défensivement. Je crois que de mémoire, quand j'écris l'article, il avait perdu 2 duels défensifs sur 7, ce qui pour un milieu de terrain est énorme. Et on sait que les phases de pressing et les phases défensives sont très chères dans l'esprit d'Arteta, puisque c'est ça qui lui garantit le contrôle du match. Et que si on a un milieu de terrain qui se fait battre sur la plupart de ses transitions défensives et qui a du mal à se placer pour récupérer le ballon sur les phases de pressing, bah derrière, ça déséquilibre un peu l'équipe. Ouais. Donc, article à paraître dès demain. En parlant d'article, vous avez également les notes qui sont disponibles dès maintenant.
En tout cas, au moment où on enregistre, elles sont déjà en ligne. Donc, bien évidemment qu'au moment où vous écouterez cet épisode, elles le seront toujours. N'hésitez pas à aller les consulter et surtout à aller donner vos notes de mémoire. Je crois que Corentin elle avait fait un premier bilan des notes et que je crois que c'est la rédaction qui est un peu plus sévère que nos auditeurs, je crois, de façon générale sur les notes. Mais c'est quand même ça se re- ça se regroupe quand même assez facilement. Il y a pas des écarts extraordinaires. Euh, Nwaneri, et c'est un des sujets qu'il faudra qu'on suive dès jeudi, puisque jeudi, le mercato hivernal commencera le donc le jeudi 1er janvier, et pour se terminer le lundi 2 février à 20h en première ligue. Et alors, j'allais dire, la question d'un prêt pour lui donner du temps de jeu peut se poser au niveau de Nwaneri. Après, la question est la suivante, c'est toujours pareil, c'est qu'est-ce qu'on va avoir comme blessure? Et je pense sincèrement que dans tout ce que tu as dit comme argument, Louis, je pense que MLS, cette saison, n'est pas très loin de suivre la même trajectoire que Nwaneri, parce que si dans un monde idéal qu'on n'a pas connu depuis 2 ans maintenant, mais tu te dis que tout le monde est fit, sur le côté gauche, tu aurais Calafiori avec Hincapié qui peut être en backup, et que j'imagine mal Arteta avoir deux arrières gauche sur le banc de touche. Ça me semblerait très pénalisant pour le reste des choix qu'il devrait faire sur les remplaçants. Donc, à mon avis, sauf blessure, ça va être deux sujets qu'il faudra suivre de près pendant ce mercato. Bah, Euh, dans tous les cas, des blessures, Dieu sait qu'on en a eu cette saison. ouais. Et pour autant, Nwaneri, il n'est pas remonté Bien dans la sûr, oui. rotation, Là, au niveau. même pendant les blessures. Ouais. Donc, ça. Alors, est-ce que c'était, entre guillemets, alors pour la faire vite, est-ce que c'était prévu qu'il joue moins cette saison parce qu'il a trop joué l'année dernière? On sait qu'Arteta aime bien lancer ses jeunes step by step. Mais quand on compare avec ce qu'il a fait la saison dernière et là, le retrouver aussi loin dans la rotation, bah ouais, ça interpelle. Ouais. Euh, Il y a autre chose qui m'interpelle, mais je pense que. D'ailleurs, tiens, tu sais quoi? Peut-être lundi prochain, si t'es dispo, on pourrait se faire le retour de l'apéro, notamment sur le cas Nwaneri et cette fameuse phrase Arteta aime lancer ses jeunes. Il y a quand même le contre-exemple avec le choix tactique qu'il a fait lors du dernier match ou de l'avant-dernier match, où il a mis Rice à droite, qui a été man of the match. Hein, je ne discute absolument pas de la performance de Rice. Bah, c'est le dernier match contre Brighton. Euh, Alors qu'il avait le jeune Salmon, qu'il aurait pu aussi lancer en première ligue. Voilà, donc Ouais, mais t'as aussi le contre-exemple du match contre le Bayern Munich où il lance le petit jeune Nariman Anous aussi en Ligue des Champions. Pas contre le Bayern Munich, contre je sais plus qui en coupe, en Cup, oui. en cup, où il lance le petit Nariman Anous aussi en pointe. Donc, mais oui, effectivement, Pourquoi? rendez-vous Mais à tous nos auditeurs. parce que t'avais que Merino qui était fit, que t'avais Havertz, Gyökeres et Jesus qui étaient blessés, et qu'il fallait faire souffler Merino en pointe. Euh, Oui, mais on l'a déjà vu faire du bricolage pire que ça. hmm. Mais Mais on donne si tu es là lundi, exactement, apéro AFC. Je suis on chaud. donne rendez-vous à tous nos Je suis auditeurs chaud lundi soir patate. pour discuter de ce sujet. Barthélemy, on t'a pas perdu, hein. Il est toujours là. L'agenda à venir côté Gunners, donc on passera le réveillon au chaud, top of the league. On regardera tranquillement, mais avec beaucoup d'attention, le déplacement de Manchester City à Sunderland, avec, on espère, une belle surprise. Et quant à nous, on se déplacera, prochain match d'Arsenal en déplacement à Bournemouth samedi le 3 janvier à 18h30. Et ensuite, Pouah, ça va être un marathon. Hein. Je sais pas si vous êtes prêts ou pas, les gars, mais je vous le donne en mille. Je vous le redonne parce que j'en parle à chaque épisode. Mais donc, le déplacement à Bournemouth, la réception de Liverpool en semaine le jeudi 8 janvier à 21h, puis l'entrée en lice en FA Cup à Portsmouth, ce qui devrait quand même
pas être trop compliqué, mais en tout cas, c'est 3 jours après, c'est le dimanche 11, pour enchaîner sur la demi-finale aller à Chelsea en Carabao Cup le mercredi 14, toujours à 21h, le déplacement à Nottingham Forest le 17, le déplacement à l'Inter en Ligue des Champions le 20, pour valider ou non, c'est l'avant-dernier match des Champions, je crois, mais en cas de victoire, on valide l'une des 2 premières places au classement, je crois. Et ensuite, mini break, 5 jours, youpi, avant la réception de Manchester United et la réception de Kairat en dernier match de Ligue des Champions. Voilà. Et pour finir, en janvier, le déplacement à Leeds. Ça nous fait donc un total de 1, 2, 3, 9 4. matchs, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 matchs en janvier. On est. De quoi bien démarrer l'année. Ouais, Putain. ouais. Voilà. En parlant de blessures, on peut se réjouir que Hincapié ne se soit pas fait les croisés sur son centre. Enfin, sur sa tentative de Oh centre. putain, Hein, j'ai parce cru, que, j'ai cru. Hein. Je me suis dit, ouh, les aciels. Aïe, 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 aïe. Mais ouais. non, ce n'était qu'une glissade. En tout cas, voilà, on va pouvoir, ou vous allez pouvoir, chers collègues et amis auditeurs ou auditrices, vous allez pouvoir réveillonner en étant fiers d'être supporters d'Arsenal et d'être top of the league. Louis et Barthélémy, je vous remercie sincèrement pour votre présence. Il est quand même 1h moins 20. Hein, c'est bien C'est un les détail, c'est matchs. qu'un détail. C'est cool les matchs en semaine à Bah, c'est 21h15. C'est même pas 21h, c'était 21h15. Tu vois, dernier débrief de l'année. c'était le dernier débrief de l'année, ouais, en nocturne. Donc merci d'y avoir participé. Je vous souhaite pas encore une bonne année, mais je vous souhaite de bien réveillonner. Louis, n'oublie pas qu'à 29 ans, on ne récupère pas aussi vite qu'à 19 ans. Donc, Je sais, Barthélemy, je suis déjà tu prêt. peux t'en mettre une. Louis, il faut faire C'est attention prévu, quand c'est même. prévu. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et comme on dit ici, Common Gunner. Ciao, ciao. Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.